Aujourd'hui, on part très très loin en arrière. On plonge dans la préhistoire. Mais attention, on va tout de suite oublier l'image d'Épinal, vous savez, l'homme des cavernes avec sa massue. La science moderne est en train de nous révéler une histoire bien plus complexe et franchement surprenante. Alors accrochez-vous, parce que ce petit voyage à nos origines risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Voilà, on a tous cette image en tête, pas vrai? Le chasseur qui ramène le gibier, la femme qui s'occupe des enfants au fond de la grotte. C'est une scène presque figée, un véritable cliché qui a complètement façonné notre vision de la préhistoire pendant plus d'un siècle. C'est exactement ça, le stéréotype résumé en une phrase. L'homme est actif, la femme est passive, et sa place est toujours en retrait, secondaire. C'est cette idée d'une répartition, soi-disant naturelle, des rôles qu'on nous a répétée depuis le 19e siècle, à tel point que ça nous semble évident. Mais est-ce que ça l'était vraiment? Et voilà la question qui tue. Est-ce que cette vision est vraiment le reflet de ce que l'archéologie nous dit? Ou est-ce que c'est plutôt le reflet des préjugés de ceux qui, les tout premiers, ont écrit cette histoire? Pour y voir plus clair, on va suivre un petit parcours. D'abord, on va se pencher sur la grande révolution du néolithique, ce moment où tout a basculé. Puis, on va se demander si l'histoire qu'on nous a racontée n'a pas été un peu écrite par et pour les hommes. Ensuite, on verra comment les découvertes, toutes récentes, sont en train de tout réécrire. Et pour finir, on verra ce que cet héritage signifie pour nous aujourd'hui. Allez, on commence. Le néolithique, ce n'est pas juste une période de plus sur la frise chronologique, non. C'est un tournant radical, un changement complet dans l'aventure humaine. Une révolution qui a tout changé, mais qui s'est faite tout doucement, sur des milliers d'années. Pour bien se rendre compte, regardons cette frise. Le paléolithique, c'est l'immense, l'écrasante majorité de notre histoire. Presque 3 millions d'années, c'est fou. Si on ramenait toute l'histoire de l'humanité à une journée de 24 heures, le néolithique n'arriverait que dans les toutes dernières minutes. Ça vous donne une idée de la brutalité du changement à l'échelle du temps long. Et ce grand changement, il repose sur le passage d'un mode de vie à un autre. On a d'un côté le nomade, qui bouge tout le temps, qui suit les troupeaux, les saisons, les ressources, et de l'autre, le sédentaire, qui lui s'installe. Il s'ancre dans un territoire et il commence à le transformer. C'est ce basculement qu'on appelle la sédentarisation. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu pousser les humains à abandonner un mode de vie qui avait marché pendant des millions d'années? Eh bien, ce n'est pas une seule chose, c'est plutôt une combinaison de facteurs, un mélange d'événements climatiques et, bien sûr, d'inventions humaines. Le premier moteur, c'est le climat. La dernière grande ère glaciaire se termine, la planète se réchauffe. Des régions comme le fameux croissant fertile au Moyen-Orient deviennent de vrais paradis, hyper luxuriants. Et c'est dans ce contexte super favorable que l'humanité va faire deux des plus grandes inventions de toute son histoire, l'agriculture et l'élevage. Et là, c'est une révolution économique monumentale. Au lieu de subir la nature, de prendre ce qu'elle donne, les humains commencent à la maîtriser. On plante, on élève, on produit. Et pour la toute première fois, on accumule des surplus. On peut enfin stocker de la nourriture pour les jours difficiles. La conséquence, elle est immédiate, la population explose et les tout premiers villages permanents sortent de terre. D'accord, mais alors qui a mené cette révolution? C'est là que l'image classique, celle du début, commence sérieusement à se fissurer. Le récit traditionnel qu'on nous a transmis est-il vraiment complet? Ce point, soulevé par la préhistorienne Marilène Patou-Matisse, il est absolument crucial. La préhistoire, en tant que science, est née à une époque où la société européenne était complètement dominée par les hommes. Et donc, les premiers chercheurs, imprégnés de leur propre culture, ont tout simplement imaginé le passé à leur image. Il faut vraiment essayer de s'imaginer la scène. Des scientifiques du 19e siècle, persuadés de la supériorité masculine, se penchent sur les tout premiers ossements qu'on découvre. Baignés dans leurs préjugés, ils ont projeté leur monde sur le passé. Pour eux, c'était tout simplement impensable que les femmes aient pu inventer des outils, chasser le mammouth ou peindre dans les grottes. Alors, ils ont fait simple. Ils ont tout simplement effacé leur rôle de l'histoire. Heureusement, la science, ça progresse. Aujourd'hui, on a de nouvelles techniques et surtout un regard beaucoup plus critique sur les anciennes interprétations. Et tout ça nous permet de déconstruire ces vieux mythes et de dessiner un portrait bien plus nuancé et bien plus juste. Le contraste est saisissant. Là où on voyait une division hyper stricte du travail, l'archéologie moderne, elle, nous révèle de la flexibilité, de la complémentarité. Non, les femmes n'étaient pas cantonnées au foyer à attendre le retour du chasseur. Oui, elles chassaient, elles fabriquaient des outils, elles peignaient. Bref, elles participaient pleinement à la survie et à la vie du groupe.
C'est une excellente question, ça. Comment on peut affirmer tout ça avec certitude des dizaines de milliers d'années plus tard? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la réanalyse des preuves, mais avec des outils que les pionniers de la préhistoire n'avaient même pas en rêve. D'abord, on réexamine les squelettes en laissant tomber les vieux clichés du style «un os robuste égale un homme». Ensuite, et ça c'est la vraie révolution, la génétique entre en jeu. L'analyse de l'ADN ancien, c'est formel, c'est une preuve irréfutable qui nous dit si un individu était XX ou XY. Et enfin, une fois qu'on a ces certitudes, on réinterprète tout le reste, notamment les objets trouvés dans les tombes. Une pointe de lance à côté d'un squelette de femme, ce n'est plus une offrande de son mari, non, c'est bel et bien l'arme d'une chasseresse. Ce chiffre, il est peut-être la clé de tout. 60%, c'est énorme. Ça veut dire que pour la majorité des squelettes préhistoriques, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme juste en le regardant. Pendant plus d'un siècle, face à ce doute, qu'est-ce qu'on fait? On comble les vides avec des préjugés. Un squelette un peu costaud? Ah, c'est forcément un homme. Un peu plus gracile? Une femme. L'ADN nous a montré à quel point cette méthode était complètement à côté de la plaque. L'exemple le plus incroyable, c'est celui de la dame du Cavillon, qu'on a longtemps, très longtemps, appelé l'homme de Menton. On le découvre avec une parure somptueuse, on décrète immédiatement que c'est un chef, donc un homme. Logique, non? Eh bien non. L'ADN a corrigé l'histoire, c'était une femme, et manifestement une personne de très haut rang. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça au final? Parce qu'au-delà de la seule question de la place des femmes, c'est tout notre rapport au passé qui est en jeu ici. Le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. L'histoire, ce n'est pas un récit figé, gravé dans le marbre une bonne fois pour toutes. Non, c'est une enquête permanente. Et chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle technologie, nous force à poser un regard neuf sur nos ancêtres et à remettre en question ce qu'on croyait savoir. L'invisibilité des femmes, ce n'est finalement qu'un chapitre de cette grande réécriture de l'histoire. Et ça nous amène à une dernière question, un peu vertigineuse. Si on s'est trompé sur un point aussi fondamental, sur quoi d'autre pourrait-on bien être en train de se tromper en ce moment même? Le passé, c'est certain, n'a pas fini de nous surprendre.